Bonjour tout le monde. Bienvenue. Bienvenue. Merci d'être ici. Merci d'avoir choisi le meilleur des 4 panels. Vous aviez le choix quand même. Merci d'être ici. Mais pour vous rassurer, les panélistes se sont engagés, si le panel n'était pas à la hauteur de vos attentes, à vous rembourser le prix de l'inscription du congrès. Donc, ça devrait être un bon congrès. Évidemment, le panel va porter sur le rôle du pharmacien en première ligne. On le sait, le pharmacien, par sa proximité, sa disponibilité, c'est souvent la première ligne de soins, mais c'est souvent aussi la dernière parce qu'il n'y a pas d'autres options pour le patient. Puis la pandémie, l'ajout des nouvelles activités a fait que on a rendu le pharmacien vraiment incontournable dans le système de santé, mais ce n'est pas clair encore comment le positionnement du pharmacien en première ligne. Il est indispensable dans le système de santé, mais la structure de son emplacement dans le système de santé mérite encore beaucoup de discussions. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec le panel dans la prochaine heure. Le panel, il va y avoir 3 volets. On va parler du champ de pratique actuel ici au Québec, mais un peu aussi à l'extérieur. On a quelqu'un de l'Alberta ici. On a une belle visite de l'Alberta pour nous en parler. On va parler des pratiques novatrices en pharmacie, puis on va explorer des modes de collaboration pour mieux répondre aux besoins du patient. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter les panélistes. En fait, ils vont se présenter eux-mêmes. Et on va commencer with a colleague from Alberta that came just for this meeting. So thank you, Haley. So if you want to just present yourself. Okay, hello everyone. My name is Haley Vandewaal. I am a pharmacist from Alberta. I'm currently working for Shoppers Drug Mart as the pharmacy services specialist. So it's a bit of a newer position. It's only been around for about 2 years now. So I support all of the Shoppers Drug Mart owners in Alberta and their pharmacy teams in terms of how to provide the best patient care to all of Albertans. I graduated from the University of Alberta in 2016, and I have had the opportunity to work for Shoppers Drug Mart, various independent pharmacies. I've also worked for the Faculty of Pharmacy at the University of Alberta. So I have a wide range of experience, and I'm very excited to be here today. Yeah, we're too. Thanks. Élise? Bonjour, Élise Demel, pharmacienne. J'ai gradué de l'Université de Montréal en 2005. J'ai pratiqué la pharmacie pendant plusieurs années en tant que pharmacienne communautaire pour ensuite me rediriger dans les chaînes et bannières où j'ai travaillé dans plusieurs organisations, dans des rôles de service professionnel pour aider les pharmaciens à optimiser leurs pratiques, autant au niveau de la formation que des opérations, que de comprendre de quelle façon ils pouvaient jouer un plus grand rôle dans le système de santé. Donc, de vraiment prendre leur rôle comme étant un acteur central et optimiser celui-ci. Donc, ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Maintenant, un petit nouveau, un petit jeune pharmacien avec une carrière prometteuse. Benoît? Ah, c'est moi ça? Donc, bonjour tout le monde, Benoît Morin, pharmacien propriétaire dans l'Est de Montréal. Je suis aussi président de la QPP, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. C'est un syndicat qui a été créé en 1970 pour représenter les pharmaciens propriétaires, pour négocier, pour favoriser le développement de la pharmacie communautaire. Pour vous donner une idée, on représente 2000 pharmaciennes, pharmaciens dans 1911 pharmacies au Québec. C'est un réseau qui est étendu un peu partout. Tout le monde est membre de l'association de la QPP. Peu importe la chaîne ou la bannière ou les indépendants, tout le monde est membre de la QPP. Donc, on représente ce réseau-là et je vous en reparlerai un petit peu. On a un peu plus tard de la vision de la QPP, de la vision de ses membres, puis comment on travaille ça au travers de la première ligne. Dominique, si tu veux te présenter aussi. Donc, Dominique Perron, de la direction de l'organisation des services de première ligne au ministère. Et non, je ne suis pas pharmacien, je suis kinésiologue de formation. J'ai des dossiers là, au ministère, là, collaboration interprofessionnelle, amélioration continue de la qualité, et aussi les liens avec les pharmaciens. Je fais également, c'est intéressant, doctorat actuellement à l'UQAM là, sur la collaboration interprofessionnelle en GMF, donc, entre autres, avec les pharmaciens. Donc, un gars occupé. Ouais. C'est bon. Donc, je répète les règles, pas de violence, pas de gros mots, hein, on reste poli. Les échanges sont permis, vous pouvez poser des questions. Talk slowly, we have translation for our colleague here. Et puis, si vous ressentez une légère décharge électrique, c'est que vous êtes trop long ou hors sujet. Donc, partons. Première question. Champ de pratique des pharmaciens. On parle beaucoup d'interdisciplinarité dans le congrès, mais avant d'échanger sur comment travailler ensemble, c'est peut-être important de prendre quelques minutes pour faire un état de situation.
sur le champ de pratique du pharmacien aujourd'hui. Benoît, on en est où? On s'en va où? On en est où? Bonne question. Dans quel état on est aussi? Oui, ça, c'est une bonne question. Oui, je peux même glisser un mot là-dessus. Les pharmacies communautaires, c'est pas facile dans le moment, là. On vient de sortir de la pandémie, ça a été assez difficile. Je n'ai qu'à vous remémorer la saga des tests rapides en pharmacie communautaire où il y avait des lignes d'attente avant les ouvertures des pharmacies qui faisaient le tour du bloc. C'était digne des années, je ne sais pas quelles années, là, mais des États soviétiques. Ça a été extrêmement difficile et tous les pharmacies communautaires, évidemment, ont contribué, sont demeurés ouverts, ont tenu le fort et ont donné des nouveaux services au travers de ça. Évidemment, l'état de la situation, c'est que les activités cliniques des pharmaciens se sont développées de façon assez impressionnante au cours des dernières années avec la loi 41, la loi 31, mais aussi avec la pandémie. La pandémie a été une occasion d'accélérer des processus. Puis je vous dirais même que la QPP avait une vision, puis la pandémie a fait en sorte qu'on a rattrapé cette vision-là à un certain niveau, qui était d'être bien impliqué dans les niveaux de service avec l'autonomie, etc. Juste pour vous donner une idée, à un moment donné, durant la pandémie, on administrait des vaccins, on donnait des tests rapides, puis on prescrivait le Paxlovid. Tout ça au même endroit pour le même patient. Donc, c'était un peu dans notre vision. Mais on a absorbé ça, on a absorbé la loi 31. Puis je vous dirais qu'on est encore dans ça, là. Il y a des ententes qu'on a conclues l'année passée, mais qui ont été appliquées récemment. Donc, on est encore dans l'apprentissage des nombreuses prises en charge, de la façon de les appliquer, de la façon de les facturer aussi. Évidemment, il y a toujours une rémunération rattachée à ça qui est importante. Donc, je vous dirais que le contexte, on n'est pas encore mature dans toutes ces activités-là. On est en train de maturer, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est hyper intéressant. Évidemment, on développe de l'autonomie de plus en plus. On est parti d'activités cliniques où on devait rendre des comptes à Pierre-Jean-Jacques, envoyer 3-4 fax puis faire un rapport de tout ça. Maintenant, c'est avec beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de performance, et c'est ce qu'on vise à faire. Fait que je pourrais... Oui, parce qu'on a plusieurs questions aussi qui vont couvrir un peu ça. Merci, Benoît. Dominique, veux-tu compléter? J'ai senti un petit choc, Jean. J'avais le doigt sur le piton. Je vais renchérir sur ce que Benoît a dit. Je pense qu'avec un peu de recul, la pandémie n'aura pas juste eu du mauvais. Je pense que ça a permis de vraiment de voir. Puis les pharmaciens communautaires ont vraiment été un acteur majeur. Ils sont venus supporter la première ligne. Puis je pense qu'on se rend compte, puis vous l'avez entendu, puis je pense que c'est le thème de fond du colloque. Le médecin ne peut pas répondre tout seul. C'est fini le temps où tout doit passer par le médecin. Je pense qu'il faut vraiment s'assurer d'aller chercher tous ces collaborateurs-là, tant au niveau communautaire. Je pense que les pharmaciens communautaires sont un bel exemple. Par contre, on a encore besoin de clarifier le rôle du pharmacien, je crois. Je pense que c'est un peu... on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il peut faire, les zones grises. On sait que nos pharmaciens d'établissement, pharmaciens GMF aussi, qui ont vu leur apparition à partir de 2015 avec un nouveau programme. Et encore là, c'était pas toujours clair pour le médecin. Qu'est-ce que le pharmacien peut faire? Fait, tant pour le pharmacien GMF que le pharmacien communautaire aussi. Okay. Je pense qu'il y a un enjeu là, vraiment de communication à ce niveau-là. Il y a un enjeu, c'est ça, autant à l'intérieur du système de santé qu'à la population, c'est ce que peut faire le pharmacien. Oui. Oui. Au Québec, on a un champ de pratique assez avancé si on se compare. Par contre, il y a un endroit qui se démarque nettement, c'est l'Alberta. Hayley, can you tell us a little bit more how it is to practice pharmacy in Alberta? Yes, definitely. Thank you. I was just catching up with translation there. Yes, sir. So in Alberta, there'll be a couple slides up here, and I'll kind of go through them and explain them. But right now, the practice of pharmacy, it's an entry-level PharmD program for the students. So what that means is they get a lot of practical experience, a lot of hands-on experience to really prepare them for when they're going to enter the practice. And the curriculum really supports pharmacists using their scope of practice to the absolute fullest. So when we're in school, we learn all about giving injections, adapting prescriptions, writing for blood work, and initiating prescriptions too, and even diagnosing certain conditions. So the curriculum really prepares these students and these learners to be prescribers as soon as they enter into the workforce. So as you can see on the slide here, it kind of goes across the entire country, and I've just highlighted Alberta and Quebec in terms of our scope of practice for pharmacy practice. And in Alberta, at the very top, you can see the blue check mark, whereas Quebec has that red X. So that blue check mark is just explaining that
pharmacists in Alberta can actually prescribe for Schedule 1 medications independently, and they don't necessarily have to collaborate with other healthcare providers. And so Schedule 1 medications are essentially any type of prescription medications other than narcotics and controlled medications. So pharmacists can really prescribe for a wide variety of indications and conditions. And I'll get you to go to the next slide, please. So this is just explaining how pharmacists in Alberta are able to become prescribers. So when you graduate from school, you aren't automatically a prescribing pharmacist. You do have to go through and submit an application. And that's where our governing body, the Alberta College of Pharmacy, comes into play. So we have to get together a couple cases, answer a bunch of questions, and submit a portfolio to an assessor at the Alberta College of Pharmacy. So the Alberta College of Pharmacy, they set the standards and guidelines for practice. They kind of tell us what we can and can't do as pharmacists in Alberta, and they really help to guide us. And so once you are assessed by the Alberta College of Pharmacy, they look at your portfolio, and then you're able to obtain your additional prescribing authorization. And so in Alberta, many pharmacists have this additional prescribing authorization, but something that's kind of interesting is there's a wide variety in terms of how much it's being used. And we're kind of trying to look at these barriers and see why pharmacists aren't all comfortable, everyone on the same page, because it makes for a bit of an inconsistent patient experience as well, depending on the pharmacy that they're going into and the pharmacist that they're interacting with. So the areas that we've kind of found in terms of barriers, the first is just the knowledge and the experience. It hasn't always been an entry-level PharmD program in Alberta. When I went to school, it wasn't, so I didn't have as much hands-on training to be prepared to be a prescriber when I graduated. The second is the tools and supports and resources. So supports could be from your coworkers or even for the individuals that you're working for. And then the final barrier that we've seen really is liability. And so that's something that's a bit of an interesting conversation to have. And it's something that in my role with Shoppers Drug Mart as the pharmacy services specialist, I've been having these conversations more and more often. And I've been speaking to pharmacy teams about, why is liability such a big barrier? And I think it is quite overwhelming for a lot of pharmacists in Alberta because they can prescribe for so many different indications and initiate so many different types of therapy that sometimes they don't know where to start, and they're worried that they're going to cross a line or be penalized for something that they gave to a patient. But I always like to have the conversation with them that every single patient interaction is different and you have to take it on a case-by-case basis. And that sometimes there's more of a risk not providing care to the patient and not prescribing for them than there is the risk for prescribing. So a lot of the times we're hesitant to give the patient a prescription because maybe we aren't necessarily the subject matter expert. But for an example, if they have a type of infection that the pharmacists are able to prescribe for, why not get them started on something so that they can go see a more appropriate healthcare provider in the next 48 hours or the next couple of days rather than just letting them go. Because if we let them go, we don't know if they're going to go to the emergency room, an urgent care center, or if they're just going to sit with that condition until someone else is able to see them, and we don't know exactly when that's going to happen. So that's always a conversation that we have in terms of the liability and the risks of not prescribing versus prescribing. And so these barriers are something we're really trying to break down in Alberta so that we have an increased access to care for our patients, and then that they are getting that consistent experience every time they're going in to see a pharmacist to address their healthcare needs. Yeah, that's interesting. Yeah. Thank you. Yeah. On sait, les changements à la pratique sont souvent en retard sur le besoin réel sur le plancher. Puis, selon vous, quelles seraient les limitations qui ralentissent l'optimisation du rôle du pharmacien en première ligne, puis les opportunités qui sont mal couvertes là, par la situation actuelle du champ de pratique? Commencez par toi, Dominique. Bien, je pense que Benoît l'a mentionné tantôt, on a fait quand même des avancements avec la loi 41, la loi 31. La question, c'est comme n'importe quel type de professionnel, on peut le voir avec un médecin, avec une infirmière, tout ça, c'est l'autonomie professionnelle de se rendre jusqu'au maximum de nos capacités. Je pense que là, il y a un enjeu. Je pense que oui, on a avancé au niveau législatif, ça nous permet de pouvoir offrir plus. Par contre, c'est à géométrie variable. Puis je pense que là, il y a un enjeu de s'assurer de, est-ce que c'est par manque de formation, de confiance ou d'amener les gens justement à vraiment être au maximum là, de leur capacité. Ça, c'est clair qu'il y a un enjeu à ce niveau-là. Là, ça, Puis dans la pratique aussi. C'est qu'au Québec, c'était super intéressant d'entendre les exemples, mais on est beaucoup dans la délivrance d'ordonnances. Ce n'est pas nécessairement dans la culture, nécessairement au niveau des conseils, de donner des conseils au niveau des pharmaciens. Donc, il y a une gestion de changement aussi à mener là, pour vraiment répondre aux besoins des gens. Là.
Élise? Oui, je peux peut-être rajouter là-dessus. Dans le cadre de mes fonctions, je suis directrice principale des services professionnels pour Pharmaprix. Donc, j'ai regardé un peu les chiffres, puis je suis vraiment optimiste quand je vois la croissance des services professionnels qui ont été donnés par les pharmaciens du réseau. Donc, si on élimine toutes les activités liées à la COVID, là, donc vaccination ou test rapide, et qu'on se concentre simplement sur les services professionnels, donc entre 2019 et 2022, il y a eu une augmentation de l'ordre de 3 fois plus de services qui ont été offerts à la population. Donc, on voit que les pharmaciens sont tranquillement en train de l'adopter. On est présentement en train de faire une tournée à travers le Québec et on rencontre les pharmaciens ainsi que leurs équipes et le niveau de conversation a vraiment évolué. On voit beaucoup d'appétit pour en faire davantage, mais c'est certain qu'il y a des limitations. Je pense qu'on a parlé de gestion du changement, on a entendu parler aussi avec Mme Charest ce matin. Donc, on est là-dedans, là, les pharmaciens, c'est vraiment de l'adopter, d'avoir confiance en soi pour occuper pleinement ce rôle-là, là, donc d'initier la thérapie. C'est quelque chose qui prend un petit peu plus de temps. Les nouveaux gradués, on va les voir être beaucoup plus à l'aise. Dès qu'ils rentrent dans la pharmacie, c'est plus inné. Mais tranquillement, on voit aussi les pharmaciens là, qui sont en train de le faire de façon beaucoup plus assumée. Donc, c'est très beau de voir ça. Je pense qu'il y a aussi la question d'éducation du public, d'éducation des autres professionnels de la santé. Je suis encore abasourdie de voir que les patients vont aller, par exemple, voir un médecin pour un feu sauvage encore maintenant, alors que c'est une activité qui peut être facilement accomplie dans la pharmacie communautaire. Benoît, veux-tu compléter? Oui, je veux juste répondre à Dominique. J'ai peut-être mal compris, mais tu disais que les pharmaciens étaient moins habitués à donner des conseils que distribuer les médicaments, c'est ça que tu as dit? Je vais réagir à ça parce que j'ai une oreille plus grosse que l'autre si vous regardez comme il faut, parce que je donne beaucoup de conseils au téléphone. Mais on passe notre vie à conseiller les gens, je te dirais, et c'est même un enjeu pour nous de pouvoir évoluer actuellement à répondre aux besoins de toute la population qui n'a pas d'accès. Et on passe notre vie à donner des conseils au point où nos membres nous demandent de trouver une façon de rémunérer ces conseils-là parce que ça prend tellement de temps, c'est tellement engageant que c'est vraiment, ça fait partie de notre quotidien. Ceci étant dit, il y a des limitations. Je pense qu'il y a en partie notre propre, Élise le dit, là, notre propre confiance envers les nouvelles activités qui doit se construire, qui doit se bâtir. Ellie a parlé de la liability, mais aussi de la responsabilité, d'avoir confiance dans nos responsabilités. Et on voit que ce n'est pas encore mature de ce côté-là, mais ça va le devenir. Il y a tous les enjeux administratifs aussi qui amènent une certaine lourdeur, qui sont un frein. Il y a le manque de communication, les outils de communication qu'on a, le DSQ qui manque d'informations, la communication avec les prescripteurs bidirectionnels, etc. Ça, ce sont des enjeux aussi qui sont des freins. Il y a un pharmacien communautaire puis son patient, là, qui a des maladies chroniques, ils savent très bien ce que ça fait un pharmacien, puis un pharmacien sait très bien ce qu'il peut faire. Pour le reste de la population, c'est moins clair, c'est vrai. Pour les décideurs, c'est beaucoup moins clair. La pandémie a révélé que les pharmaciens étaient en première ligne, mais nous, on savait qu'on était en première ligne depuis assez longtemps, je vous dirais. De fait, on le vit depuis qu'on est pharmacien. Et durant la pandémie, il y a eu une espèce de prise de conscience. Mais nous, on ne l'a pas fait pendant la pandémie. On connaissait bien notre rôle. Ceci étant dit, on avait dans la vision, et c'est ça un des freins, c'est que, Élise l'a mentionné, que le bon professionnel pour la bonne chose au bon moment, tu sais, traiter un feu sauvage, moi j'avais dans la vision que le patient soit obligé de venir voir le pharmacien. S'il y a des complications, on le réfère au médecin. On devait trouver une stratégie pour utiliser chacun des professionnels dans son rôle respectif et que ça serait payant. Les GAP font ça un peu. C'est à peaufiner, mais tout le système n'est pas bâti comme ça encore. Des infections urinaires, vous pouvez la traiter simple chez la femme, peuvent être traitées chez le médecin ou chez le pharmacien. Pourquoi ça ne serait pas systématiquement chez le pharmacien pour dégager le médecin des cas moins compliqués comme ceux-là? Je pense que ça, c'est dans la vision d'utiliser le bon professionnel. Et il y a encore des freins à ça, il y a encore du peaufinage à faire, il y a encore des discussions interprofessionnelles à avoir, mais on est dans la bonne direction, je pense, puis c'est très, très encourageant. Tout à fait.
Il y a des provinces qui ont été vraiment avant-gardistes. Au pays, il y a des pharmaciens qui ont été avant-gardistes pour mettre des projets, puis des structures de services pharmaceutiques de façon innovante, en fait, pour la première ligne. Puis en Alberta, il y a le projet des cliniques de pharmaciens de type walk-in, sans rendez-vous, a beaucoup fait jaser. Hayley, can you tell us a little bit more about those walk-in clinics, pharmacist-led clinics in Alberta? Yes, definitely. So right now in Alberta, we actually have 6 pharmacist-led walk-in clinics. So the first one opened in June of 2022, and it opened in a community called Lethbridge. So it's a city of about 100,000 people in southern Alberta. It's about a 2 to a 2.5 hour drive from the nearest large city. So there's a lot of individuals living in Lethbridge that have been without a primary care provider or a physician for many years. And then, as we've talked about a lot, the pandemic kind of exacerbated this issue. And so there was people who hadn't seen a doctor before the pandemic for 3 to 5 years, and now we've tacked on another 2 to 3 years. So there was a huge gap in care in this community. And this was identified by Shoppers Drug Mart Loblaw. And they wanted to go in and try and kind of provide some type of solution to be able to bridge that gap in care. So that's where this pharmacist-led walk-in clinic came about in Lethbridge specifically, because there was a huge need in this community. So since inception in Lethbridge, they've seen about 12,000 patients year to date, and the clinic hasn't even been open for a full year yet. So this equals out to be, on average, about 40 patients per day that they're seeing in the clinic. So I think these numbers kind of speak for themselves in terms of how much of an impact the pharmacists are able to have in this community. And that's 40 patients every day that are kept out of the emergency rooms, out of those urgent care clinics, and just individuals that maybe wouldn't have had the opportunity to seek help elsewhere because they don't know where to go or who to talk to. So within the community, it was really welcomed. All the individuals in the community were very happy to have this, and other healthcare professionals were really happy to see this as well, because it was kind of sharing the workload for these patients that didn't have any primary healthcare providers. So this kind of encouraged the company, Shoppers Drug Mart Loblaw, to look into it a bit further and see where else in the province they could identify this gap in care. So they've went on to open an additional 5 pharmacist-led walk-in clinics, and these other 5 are all within really remote communities where they were able to identify a need for this and a huge gap in care. And so from these 6 clinics that we now have, we've been able to start to learn a lot. And so we've learned a lot about what the patients need, and then also what the clinics need to be able to continue to run smoothly. So when it comes to what the patients need, we find that a lot of the times they're presenting for those acute conditions, those minor ailments. But then when we actually have the opportunity to sit with them in a clinic room, it's a lot different than being able to help a patient within the dispensary, because there's a lot of distractions and nuances that come with working in the dispensary. When we're in that room with them, we're able to kind of look at the patient as a whole, assess their chief complaint and why they're coming in. Then we can also do a bit of a deeper dive into their medical history and assess other medical conditions. And then when we're looking at the workflow of the clinics too, we found a lot of success in making sure that when we're talking to the general public about what pharmacists in Alberta can do, or making sure it's pretty clear so that they know what when they're going in for an appointment, what pharmacists can do and what we do need to refer to other more appropriate healthcare providers. And we're just making sure that when we're working with these clinics, before we even open the clinics, now and continuing on, we're working really closely with the Alberta College of Pharmacy, so with our governing body. We're ensuring that all the rules and regulations are being followed when we're providing care to these patients. And then at the very top of our priority list is always our patient safety and patient health outcomes when they're coming in to be assessed by a pharmacist. So what was the reaction of nurses and doctors now that you can prescribe antibiotics for otitis and for upper respiratory tract infections? Yeah, so I would say it's been really great in the last couple of years, especially with the pandemic. But if you were to ask me that question 5 to 10 years ago, it would be a little bit different, because a lot of the times in Alberta, and I'm sure it's the same in the rest of the country, the healthcare providers tend to kind of work in those silos. So we're working independently. No, we don't have any silos in Quebec. None? No, okay. no. You guys, we need to learn from you then. Yeah, if you have that seamless care. Give courses. You can teach me. Okay. So a lot of things kind of slip through the cracks, and that's what we were finding in the last 5 to 10 years. So when I first started as a pharmacist,
you know, if I was to prescribe something for an individual in a remote community, sometimes I would get some pushback from the physician just saying, you know, this is my patient, these are the conditions that I want to be managing. But as pharmacists, we also kind of have to advocate for ourselves within the province and saying, you know, we are the medication experts, so we are also trained to care for this. So we've just learned to kind of work together. So with the clinics, it's really been welcomed with open arms. As I said before, we're taking 40 patients a day out of the emergency rooms and urgent care centers. And so the physicians and nurses, other healthcare professionals, physiotherapists, respiratory therapists, they've all been really collaborative with working with us as pharmacists. Super. That's Yeah. great. Thanks. Élise, il y a une autre province où il y a un projet qui a été piloté par l'équivalent de la QPP, là, le Pharmacists Association of Nova Scotia, le projet PANS. Pourrais-tu nous en parler aussi? Oui, d'accord. Donc, ça, c'est un projet, on va s'en venir un petit peu plus à l'est maintenant du pays. Donc, en Nouvelle-Écosse, depuis un certain temps déjà, se prépare ce projet-là. Donc, c'est l'Association des pharmaciens de la Nouvelle-Écosse qui pilote le projet. Au départ, c'était une douzaine de pharmacies qui avaient été identifiées comme étant des lieux où il y avait un manque de soins de santé dans la communauté. Et les pharmacies participantes étaient invitées là, à prendre part à ce projet pilote-là. Donc, c'est un projet de démonstration du rôle du pharmacien communautaire. Dans le contexte du projet, il y a eu un décret ministériel qui permettait aux pharmaciens, et qui permet, là, présentement, le projet est lancé depuis le mois de février, donc il permet aux pharmaciens d'en faire davantage. Donc, un élargissement du champ d'exercice des pharmaciens qui, dans le contexte du projet, peuvent initier le traitement, par exemple, sur diagnostic préétabli dans des conditions chroniques, mais aussi dans des conditions aiguës. Il y a aussi une rémunération qui a été négociée sous forme d'enveloppe pour les pharmaciens participants au projet. C'est un projet qui a un objectif là, de faire une démonstration, comme je le mentionnais, dans un objectif éventuellement d'étendre ces pratiques-là à travers la province. Suite à l'évaluation et à un succès là, de traitement d'environ 1000 patients, ensuite, il y a des processus en place pour voir à élargir ça à la grandeur de la province. Donc, par exemple, dans le contexte de l'infection à streptocoque, on est déjà rendu à ce point-là où il y a eu une démonstration là, que cette activité-là pouvait être accomplie dans le respect des lignes directrices en place et sous forme de collaboration avec une rigueur scientifique, une gouvernance clinique là, qui a été établie en collaboration avec l'Université de Dalhousie. Donc, il y a une préparation des pharmaciens qui sont participants. Donc, il y a des formations qui existent, des protocoles et bien sûr une collecte de résultats là, pour avoir des données probantes comme quoi les patients sont bien servis quand ils vont en pharmacie communautaire pour ces conditions-là. Si j'avais bien compris dans le projet, je pense que l'Ordre peut ajouter des nouvelles activités sans changement réglementaire, à condition qu'ils soient capables de faire la démonstration que les pharmaciens respectent les lignes cliniques, des lignes directrices. Exactement. Ce sont les lignes directrices qui vont prôner. On n'est pas dans le... C'est un changement important avec ce qu'on fait ici. Là. Oui. Comment on s'inspire de ça, ces pratiques-là, sur ce qui se fait ailleurs, sur la contribution du pharmacien à la première ligne, sans toujours attendre des changements réglementaires, des changements législatifs comme tels? Puis, on entend parler, par exemple, de pratiques avancées en partenariat. Ça peut être fait sans changement réglementaire. Élise, veux-tu juste nous faire rapidement un petit survol de ce que ça représente? Oui. Donc, vous en avez peut-être déjà entendu parler, peut-être pas. Ça existe depuis un certain temps déjà dans le milieu hospitalier. Donc, la pratique avancée en partenariat. Essentiellement, c'est un modèle où les professionnels s'entendent, donc soit un IPS ou un médecin, avec le pharmacien pour mettre en place une pratique en collaboration. Donc, on n'est pas dans des conditions très restreignantes, là, comme dans une ordonnance collective, par exemple. Ce sont des partenaires de soins. Donc, il y a une collaboration qui s'établit donc un partage d'une clientèle, un partage d'un DME également. Dans le contexte de l'entente de pratique en partenariat, on s'entend sur quelles lignes directrices vont être observées par les professionnels participants à cette entente-là. Et c'est vraiment des partenaires. Donc, il y a une confiance qui s'établit, une collaboration qui s'établit dans le contexte de ces ententes-là. De quelle façon ça peut être appliqué au milieu communautaire? Présentement, on le voit, comme je disais, en milieu hospitalier davantage. Ça fait quand même assez longtemps qu'on le voit en milieu hospitalier. Maintenant, en milieu communautaire, qu'en est-il? Donc, ça ne serait pas, je crois, de la science-fiction d'imaginer là, avoir, par exemple, un médecin responsable d'un CIS ou d'un CIUS qui a une gouvernance sur ce qui est fait à l'intérieur d'un territoire donné. Donc, pour les patients, les inscrits collectifs
ou les patients d'un GAP qui pourraient bénéficier de certains services additionnels, donc permettant une plus grande autonomie professionnelle du pharmacien, donc pour l'amorce de traitement, par exemple, ou pour le dépistage qui établit aussi un corridor de soins. Donc, ce sont des modèles qui, je crois, peuvent être très porteurs pour l'avenir, s'éloigner un peu du modèle d'ordonnance collective pour évoluer vers un modèle où il y a un réel partenariat entre les professionnels qui permet une plus grande autonomie, mais bien entendu dans le respect là, des rôles et responsabilités de chacun. Merci. Dominique, optimiser le parcours patient, le bon professionnel au bon moment pour le bon acte. Là, je ne sais pas qui a dit ça la première fois, là, mais il aurait dû le brander parce qu'on l'entend beaucoup. Mais ça se fait sans changement réglementaire. Qu'est-ce que tu... Tout à fait. Je pense, Élise, tu l'as dit. Il n'y a rien qui empêche. Par contre, c'est justement, c'est de commencer à penser à l'extérieur de la boîte. Tu l'as dit, Benoît, vous existiez. Il y avait déjà tout ça auparavant. Mais actuellement, la première ligne, on s'arrête au GMF. Mais les pharmacies communautaires seraient une opportunité, justement, d'élargir. Puis quand on parle de suivi, oui, l'accès est important, mais la continuité de soins est très importante aussi. On parle de nos maladies chroniques, santé mentale, tout ça. Donc les pharmacies communautaires peuvent être une espèce de sentinelle aussi, pouvoir faire les liens, mais le défi va être, OK, oui, il n'y a rien au niveau législatif qui nous l'empêche, mais comment est-ce qu'on peut s'assurer de ramener et de faire un pont entre les pharmacies communautaires, les GMF? Et l'enjeu actuel, c'est le fameux enjeu de communication. On l'a vu avec Martin, les fax, c'est pas normal encore qu'on soit en mesure, qu'on n'est pas capable de pouvoir avoir des systèmes qui se parlent. Puis oui, la complexité de certains territoires, il y a des territoires où, plus en milieu rural, où ça pourrait être très, très facile de pouvoir connecter les pharmacies communautaires, où il y a peut-être une ou deux pharmacies, un GMF. Puis l'ensemble de la population est suivie par ces clientèles-là. On aurait le même DME. Donc, il y a vraiment l'enjeu de communication, partage d'informations qui va être important. Mais c'est vraiment aussi, là, comme je vous dis, de sortir de la boîte. On a déjà créé un programme GMF. Tu sais, des fois, avec le privé, les gens se disent, mais c'était des cliniques privées pour lesquelles ils ont adhéré à un programme de financement. Comment est-ce qu'on pourrait faire le lien avec les pharmacies communautaires? Est-ce qu'on pourrait y aller dans une optique de cette façon-là? Tu sais, on jase, on peut... les possibilités sont là, mais c'est de savoir, par où on prend ça, là. C'est stimulant de savoir que le ministère pense en dehors de la boîte et accepte de voir des solutions... sur lesquelles qui ne semblent pas évidentes, là, sur lesquelles qui sortent un peu des terrains du chemin battu. Je pense qu'on n'a pas le choix, hein, comme on l'a dit d'entrée de jeu. Le paradigme de tout passe par le médecin est terminé. Là. La pandémie a fait en sorte qu'on s'est rendu compte qu'on ne peut pas continuer comme on est actuellement. Donc, il faut voir les autres alternatives, là, puis s'attacher ensemble. Excellent. Benoît, comment on travaille à faire avancer les choses sans toujours attendre des changements réglementaires? Bonne question. Puis il y a un alignement des planètes aussi. Même les médecins, pour une première fois, disent qu'ils ne pourront pas tout faire. Ça, c'est relativement nouveau dans le discours. Donc, il y a un certain alignement qui favorise ça. Et c'est évident que ça va prendre la part de tous. Moi, j'aime beaucoup l'idée de la pratique avancée. Ça a repoussé des limites en milieu hospitalier. Et ça a servi la population, ça a servi cette clientèle-là. Il y a eu un impact réel dans des milieux de soins où il manquait de médecins. Ça a permis de faire des grandes choses. Fait que c'est une belle solution. Et moi, je rêve. En face de la pharmacie, chez moi, il y a une clinique d'IPS au CLSC. C'est nouveau, relativement nouveau, mais ils reçoivent plusieurs de mes patients par jour. Et mes patients ont un nouvel accès qu'ils n'avaient pas avant, parce que dans l'Est de Montréal, l'accès est assez terrible. Un peu partout, mais je pense que c'est pire. Et je rêve qu'à côté de la clinique, il y ait une clinique de PPS, là, de pharmaciens en pratique avancée ou en pratique spécialisée. Et parce que je pense que, comme en Alberta, on peut définitivement, on a la formation pour jouer ce rôle-là, puis on a les capacités de le faire. Ceci étant dit, je dois vous avouer qu'à la QPP, on a des enjeux ou des enjeux de dirigisme dans toute cette organisation-là des soins. Tu devances la prochaine question, le timing est parfait. On lance la question du dirigisme, Benoît. Si tu me permets de mettre la table sur le dirigisme? Oui. Mais en fait, c'est ça, on parle beaucoup quand on parle d'interface du pharmacien... Mais tu vas me laisser parler quand même après? Oui, okay. Oui. Ben, voudrais-tu finir ton point? En passant, Jean est mon ancêtre à la QPP. Pour ceux qui ne le savaient pas, là, c'est mon ancêtre à la QPP avant moi. C'est ça. Ben, veux-tu finir ton point avant? Je m'excuse, j'étais impoli. Vas-y. Oui, c'est ça.
Mais tu sais, quand on parle d'interface du pharmacien avec les ressources de première ligne, on parle beaucoup de dirigisme puis du respect du choix du patient de son professionnel. Ça, je pense que c'est un critère non négociable. Mais la notion de dirigisme est un peu floue quand on... Tu sais, comment on le définit, comment on le prévient, comment on trace une ligne entre le respect de la capacité ou non d'un milieu à offrir le soin. Le pharmacien ne peut pas prendre tous les besoins. Alors, mais il y a de la capacité des fois dans d'autres milieux autour, peut-être des cliniques de pharmaciens spécialisés. Comment on fait la nuance entre orienter un patient là où il y a des ressources puis du dirigisme en l'obligeant à aller à un endroit? Là. Donc, J'ai l'honneur de répondre en premier. Merci, Jean. Toi, Dominique, si vous avez le choix, là, pouvez-vous... Essayez les Benoît. Ah, merci. Il faut comprendre que, premièrement, la situation des pharmacies communautaires est différente des autres professionnels. Hein. Si on regarde le gap où on a un problème d'accès à un médecin, on a un patient qui n'a pas de rendez-vous, qui n'a pas d'accès, qui est orphelin, on va y trouver un médecin, puis on va lui donner un rendez-vous, puis c'est parfait. Là. C'est une belle solution intérimaire en attendant que ce patient-là soit pris en charge par un médecin de famille. La situation des pharmacies au Québec est différente. Tout le monde a un pharmacien, tout le monde qui le veut a une pharmacie communautaire et prend ses médicaments quelque part. Je n'ai pas entendu personne qui cherchait une pharmacie pour avoir ses médicaments qui n'avait pas d'accès. Donc, on n'a pas un problème d'accès. Ce qu'on est en train de vivre, c'est une égalité de service parce qu'on est en apprentissage. Et tout le monde n'est pas rendu à la vitesse où les choses sont allées, avec le mandat qu'on a reçu, qui était assez grand comme pharmacie communautaire. On est dans la prise en charge de tout ça, dans la prise en charge des patients aussi, puis dans le développement de nos services. Et c'est important qu'un patient soit référé à son pharmacien et non pas à un autre pharmacien parce que lui donne tel service, puis l'autre donne tel service. Moi, je pense que ça appartient au pharmacien communautaire, quand il arrive à la limite de ses capacités, de sa structure, de son organisation, de dire au patient, bien, j'ai été référé, tu m'as été référé parce que je pourrais te prendre en charge, mais je n'ai pas les conditions idéales pour le faire. Je vais te référer à un de mes confrères dans mon organisation ou à l'extérieur de mon organisation. Je pense que c'est comme ça qu'on voit les choses. Si on commence à référer à gauche et à droite parce que tel pharmacien fait tel suivi, tel autre fait tel autre, c'est comme si on disait à un médecin de famille qui prend en charge qui a un patient, bien, je vais le référer à l'autre médecin, alors que la plupart du temps, c'est le médecin qui va dire « Mais moi, je ne suis pas à l'aise à faire cette intervention-là. Je te réfère à mon confrère, il va le faire. » Mais c'est le pharmacien qui reste, c'est le médecin qui reste au milieu. C'est un peu notre vision des choses. Je fais une exception avec les pratiques avancées où là, on doit cadrer ça, on doit vraiment... Puis ça, c'est important, on parlait de ton exemple dans les maritimes où on le fait avec 12 pharmacies. On essaie vraiment de collecter des données. Ça, c'est super intéressant, puis c'est dans notre vision des choses. Mais pour le reste, je pense que la population du Québec va éventuellement être bien desservie, et déjà bien desservie par les pharmacies communautaires, mais va être de mieux en mieux desservie dans l'accomplissement des pharmaciens, puis dans leur développement professionnel. Puis je pense que c'est la vision qu'il faut continuer à avoir, puis développer des communications, des accès dans cette perspective-là. Là. C'est ça qui est important, parce que des fois, on dit, c'est une équipe de professionnels maintenant qui prend en charge le patient, c'est plus un professionnel. C'est vrai quand tu n'as pas d'accès. Mais à partir du moment où tu as de l'accès et tu as quelque chose qui marche bien, il ne faut pas comme changer ça et dire ben le problème est partout, puis il est pareil, puis on le change partout. On n'a pas de problème d'accès en pharmacie communautaire. Quand on en aura, on s'assoira et on trouvera des solutions. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Intéressant. Dominique, veux-tu... Je pense, Benoît, tu as mis le doigt sur un point qui est important. Tout ce qu'on parle de continuité relationnelle est hyper important. Donc, oui, au niveau médical, au niveau de l'équipe qui l'entoure, au niveau du pharmacien aussi. La personne n'aura pas besoin de répéter tout le temps la même histoire. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Puis, par contre, c'est sûr que ça va amener de la compétition quand même à un moment donné. On va se dire les vraies choses. Si on commence à impliquer de plus en plus les pharmacies communautaires, puis on en a parlé tantôt, le fait que d'un pharmacien à l'autre, ben, la pratique peut être différente. Là. Je pense que, moi, je le vois d'une façon positive, où là, ben, on nivelle pas par le bas, mais vers le haut. Donc, on va amener justement le pharmacien à vraiment travailler à la limite justement de ce qu'il pourrait faire pour le bien de la personne. Moi, je pense que ça peut être une belle façon d'amener une certaine compétition, puis de
d'amener le milieu, dans le fond, à revoir. Dans le fond, hein, on parle de revoir la première ligne, de rechanger, mais je pense qu'actuellement, probablement aussi au niveau des pharmacies communautaires, il risque d'avoir une vague de changements dans les prochains mois, dans les prochaines années aussi, pour s'adapter à ce changement-là qu'on va voir au niveau de la première ligne. Mais c'est drôle, on ne parle jamais de compétition avec les médecins au niveau des services, mais on en parle pour les pharmaciens. C'est une petite réflexion que je me passe. C'est pas de même, je pense, qu'il faut réfléchir aux services, là, à la population. Je pense qu'il faut penser à développer ces services-là, amener les professionnels, pas à se compétitionner au niveau des services. Il faut les former, les outiller, les développer, communiquer. C'est sûr, par exemple, il y a la vaccination qui commence lundi. Ce n'est pas tous les pharmaciens qui vont vacciner pour le zona. Il y a une certaine compétition, mais il y a Clic Santé qui réfère les patients aux pharmacies qui vaccinent. C'est formidable. Mais tu sais, à un moment donné, si tu ne fais pas aucun service, le patient va aller ailleurs là, parce qu'il va être mieux servi, mieux pris en charge. Mais ça devient glissant là, de pousser sur le professionnel, de dire, hey, va là parce que lui il est pas mal meilleur. Qui va décider ça? Là? Qui sait que lui est meilleur pour son patient? Là? C'est délicat, cette philosophie-là. Ouais. Ben, si c'était pas délicat, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Mais tu as raison, mais c'est l'intérêt du patient le libre choix puis l'intérêt du Puis patient je ne veux pas faire une critique à Dominique, mais c'est quelque chose que j'ai entendu souvent, puis ça m'érisse un petit peu le poil parce que dans la pandémie, là, il n'y avait pas de compétition. On avait assez d'ouvrages pour tout le monde, puis on a fait le maximum pour servir la population, puis on l'a bien fait. Tout à fait. Comment on peut concrètement faire évoluer la première ligne de soins pour assurer autant l'efficacité, le volume de services offerts, mais la qualité? C'est un défi toujours, hein? Quantité, qualité comme tel. Puis à qui appartient la responsabilité de faire que ça marche, la première ligne? Là? On cherche une épaule à mettre un singe, là, et tout le monde se pointe du doigt, c'est les pharmaciens, c'est le ministère, c'est les chaînes et bannières, c'est toujours... puis comme naturellement, les épaules du ministère sont un endroit assez courant pour mettre un singe, je commencerai avec toi, Dominique. Dans la question. Les épaules, le dos large. Le dos large, les épaules lourdes. Je pense que ça appartient à tout le monde. Ben, par contre, ce qu'il faut, puis c'est justement là, les discussions à venir prochainement, la révision, on parlait de rémunération tantôt. Bon, vous avez entendu parler, oui, il y a dans l'air changement de rémunération au niveau des médecins de famille, la notion de prise en charge populationnelle comme il y a dans certains pays, au niveau, en Suède, en Finlande, où on voit souvent, c'est une prise en charge de la population par une équipe médicale. Mais c'est clair que ça va prendre tout le monde. Même si le ministère va donner des orientations, bien, vous comprendrez rapidement que si on parle des pharmacies communautaires, mais ils vont être interpellés. C'est clair. Par contre, c'est un gros changement de paradigme, puis on revient encore à la notion d'équipe. Et ce qui est important, puis je reviens là-dessus, puis c'est là où ça peut être dangereux, puis on a pu le voir aussi avec les gaps, où on parle beaucoup d'accès, puis c'est là que je nous mets en garde. C'est dangereux de glisser que sur l'accès et de laisser la continuité des soins, puis nos gens qui ont besoin de la clientèle plus vulnérable. Donc, ça va être d'y aller avec le bon équilibre entre les deux, puis ça, c'est pas toujours évident à trouver, puis on a souvent tendance à soit à gauche, soit à droite, mais ça va être là que ça va être important de s'assurer là, que les pharmacies communautaires soient présentes aussi, puis de revoir aussi, d'élargir un peu le filet de la première ligne, comme je mentionnais d'entrée de jeu. Oui, les cliniques médicales, mais on n'est plus juste au niveau des cliniques médicales. Il faut vraiment voir sur le territoire, puis les plus accessibles, le mentionner, c'est le pharmacie communautaire. La pharmacie est ouverte quand la clinique médicale est fermée, puis on a besoin des pharmaciens à ce niveau-là. On parle d'une sous-question pour toi. L'éducation de la population, aller au bon endroit pour le service. Le feu sauvage, c'est un exemple qu'on utilisait à la QPP à l'époque, puis qu'on utilise encore. Là, je veux dire, pourquoi tu vas chez le médecin pour un feu sauvage? Là? Mais c'est pas un niveau de complexité. Comment on éduque les patients à bien choisir? C'est gratuit, ils peuvent aller n'importe où, ils peuvent aller voir 8 médecins pour la même consultation, mais comment l'éducation, la communication pour bien utiliser les ressources de première ligne, comment ça peut se faire? C'est ancré dans la culture, dans les gens, puis le meilleur exemple, vous l'avez probablement entendu, au niveau du GAP, les gens téléphonent, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est un rendez-vous médical. Il y en a plusieurs, des fois, que si ce n'est pas un médecin, ils ne sont pas satisfaits, mais la pertinence est là. Il y a vraiment un niveau d'éducation à faire. On a eu des focus group aussi en lien avec les GAP, les IPS. Les IPS, il y a des gens, on est de l'autre bord de la fenêtre et on les écoute, mais les IPS, ils ne savent pas c'est quoi les IPS.
Est-ce qu'elle peut répondre? Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éducation à faire, puis d'amener les gens, oui, il y a de l'auto-soin, il y a le 811 Info-Santé qui est super important aussi, puis que les gens ne pensent pas aussi. Je pense que c'est tout à ce niveau-là, la communication, puis de s'assurer d'orienter les gens aux bons professionnels. Mais oui, il y a de l'éducation à faire, puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Benoît, qu'est-ce que tu... Ben, moi, je pense qui est que responsable, qui est le leadership? ouais, ça prend un bon leadership du ministère, ça prend un bon leadership parce que on a besoin d'un arbitre dans tout ça qui a un certain contrôle, un leadership des ordres professionnels, un décloisonnement, mais aussi un leadership de toutes les organisations, là, y compris la nôtre et les autres. Moi, j'ai travaillé la fin de semaine passée, j'ai référé à un optométriste qui était ouvert pour un patient pour un œil, mais j'aurais pu référer pour un podiatre, j'aurais pu référer pour un paquet de choses qui auraient aidé. Il faut continuer dans cet esprit-là. Et ça prend des gens qui ont du leadership là-dedans, qui ont une vision, puis qui sont capables de pousser l'ensemble des groupes. Puis moi, je sens ce mouvement-là, il faut que ça continue. Je parlais d'alignement des planètes, puis de prise de responsabilité de chacun. La pandémie a été, je reviens souvent en pandémie, mais on a instauré une façon de travailler avec le ministère, de collaboration avec vous autres. Au niveau de la pharmacie, on l'a vécu de façon intense, qui a donné des résultats. Ça, c'est un exemple frappant où le ministère, les ordres, les syndicats, tout le monde a travaillé ensemble et ça a donné des résultats. Fait que c'est ça qu'il faut continuer à faire absolument. C'est vrai que les barrières sont tombées pendant la pandémie, puis on était dans l'efficience des services, les besoins priment, puis on s'organise pour livrer les services, moins dans le comment. Puis plus, mais on est dans l'urgence encore, malheureusement, parce que l'accès et la population souffrent. Là. Fait qu'on est encore dans l'urgence. Tu as raison. Élise, veux-tu compléter? En fait, sur la question de à qui revient la responsabilité là, de justement optimiser la première ligne puis le rôle du pharmacien, je pense que si je prends le singe là, sur mon épaule, là, en tant que chaîne et bannière, on a un grand rôle à jouer là-dedans, autant au niveau de la formation des professionnels, du support qu'on offre, mais aussi de jouer comme une espèce de rôle de colle. Ce qu'on voit, c'est que les pharmaciens sont prêts à investir. C'est des entrepreneurs, ok? C'est des gens qui ont envie d'en faire plus, qui malgré là, les défis de pénurie de main-d'œuvre, de difficultés, donc veulent vraiment prendre plus de responsabilités. Puis le rôle des chaînes et bannières, c'est vraiment leur offrir des solutions aussi, donc que ce soit de la technologie, mais on pense aussi à les aider à prendre part à des activités, par exemple, de projets de recherche, donc pour pouvoir promouvoir une pratique plus diversifiée, plus avancée également. Donc je pense qu'il y a un rôle comme ça au niveau des chaînes et bannières qu'on peut jouer autant dans l'habilitation à faire les services professionnels, mais aussi au niveau de l'éducation. Je pense aux campagnes de marketing, je pense à l'optimisation de nos outils d'un point de vue digital pour aider la population à avoir accès aux services. Donc, si je prends le singe sur mes épaules, là, c'est ce que je dirais. Là. Donc, le rôle des chaînes et bannières est critique là-dedans. Donc, on est partenaire avec les professionnels de la santé pour les aider à faire davantage. Kelly, do you have an insight on who should be responsible in your province to make sure the system works well, all the professionals are working together, and the patient has easy access, and so... I think it's really tough, and I've been listening into what everyone is saying, and, you know, going into the pharmacist walk-in clinic, and a lot of patients are expecting to see a doctor, and then, you know, are they going to be disappointed that they're not seeing a physician? But then just understanding really what pharmacists can do and what different healthcare professionals can do. So I don't think I have an easy answer in terms of who would be responsible for it. I think that every profession has to kind of work a little bit more collaboratively than we have been in the past, to just kind of advocate for each other and know that, you know, if it's outside of your scope, to make sure that you're referring it, but just making sure that patients are really understanding what we can and can't do as different types of healthcare professionals. So I think that's the biggest thing, is patient and public awareness and education, really educating them. You know, you don't always have to go to see this certain healthcare provider for this problem. You can actually see a number of different providers, and they're able to help you in different ways, but still come to some sort of solution for you. 5 minutes. Jean, je oui. peux-tu rajouter... Oui, je t'ai coupé du temps tantôt, fait que je te le redonne maintenant. Merci, Jean. C'était intéressant, merci. Moi, je pense que chaque professionnel aussi doit porter un petit singe. Oui. Puis se botter un petit peu derrière. On est dans une période de changement. C'est difficile, c'est compliqué. Ça change vite, ça va vite. Les besoins sont grands. La population souffre. Mais si chacun
fait l'effort, si chacun embrasse un peu plus le changement, embrasse un peu plus la collaboration, il ne fait pas de dumping, mais plutôt de la collaboration, je pense que toute la machine va progresser beaucoup plus rapidement. Puis on n'a pas, des fois, on n'a pas une idée de l'impact qu'on peut avoir, mais on le voit dans nos micro-milieux. Fait que si tout le monde le fait, je pense qu'on devrait quand même se responsabiliser au bout de la ligne. C'est sûr que je suis biaisé, mais je veux vous dire que les pharmaciens, pour avoir intégré la vaccination en période de pandémie avec des nouvelles activités, ils ont pris une famille de singes sur leurs épaules. Puis, je veux dire, honnêtement, c'est assez impressionnant, ce changement-là professionnel dans un contexte complètement difficile. Là. Donc, quelques minutes avant, j'aimerais ça garder 5 minutes pour les questions. Peut-être, on va aller avec le mot de la fin, si on veut garder du temps pour les questions. Je vous demanderai un souhait, une demande, ce que vous voulez. Vous avez 1 minute chacun pour terminer cette discussion-là sur une note optimiste. Ce que vous voulez. Je vous ai, Dominique, comment tu voudrais terminer ce panel-là, toi, du point de vue du M3? Ben, c'est d'amener tout le monde à penser à l'extérieur de la boîte puis à revoir la façon d'organiser les services, qu'on a actuellement toujours de tourner les services puis l'accès autour du médecin, autour de la clinique médicale, puis de faire les barrières, puis justement de travailler ensemble, puis d'avoir cette espèce d'approche populationnelle-là, puis d'intégrer, moi en tout cas, je le crois, je pense vraiment là, que les pharmacies communautaires devraient être la porte d'entrée, dans le fond, du système de première ligne. Là. Ça devrait être là que les gens devraient aller en premier lieu. Oui, avec l'inscription, avec une équipe qui va les suivre, mais le pharmacien a une place prépondérante. Puis je pense, moi, en tout cas, dans un monde idéal, ça serait ça. Puis surtout, communication, qu'on laisse faire les fax, puis qu'on trouve la solution pour pouvoir réseauter tout ce beau monde-là. On oublie les fax. Je te citerai plus tard. Benoît? Quand je regarde les grands piliers là, du projet santé, là, je pense que, tu as parlé des communications efficaces et tout ça, je pense que c'est important. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'on a un momentum. Là. On a un moment où tout le monde est prêt à collaborer. Tout le monde est conscient du problème, la population, les gouvernements, les professionnels. Fait qu'il faut profiter de cette opportunité-là pour aller encore plus loin. Ça a été dit souvent dans les panels, mais c'est exactement ça. On a un beau moment là, pour s'asseoir tout le monde ensemble, se parler, trouver des solutions, puis communiquer, avoir une belle communication dans ces solutions-là, être à l'écoute du terrain aussi, parce que les solutions doivent venir du terrain. Et je pense qu'on va... moi, j'ai confiance qu'on va y arriver. Est-ce qu'on va y arriver rapidement? C'est la question que je me pose, mais j'ai confiance qu'on va y arriver. Beau message d'optimisme. Bravo. Élise? Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, on a le vent dans les voiles. Si on fait juste regarder l'accroissement des services qui ont été donnés, mais aussi si on regarde des projets porteurs, on a parlé d'exemples de ce qui se faisait à l'extérieur du Québec. Donc, moi, je suis inspirée par ces modèles-là. Puis, j'ai confiance qu'on peut faire des choses similaires au Québec, que c'est pas hors de notre portée d'imaginer là, des cliniques en pharmacie où les pharmaciens auraient, dans un contexte de pratique en partenariat avancé, une plus grande latitude, une plus grande autonomie pour aider la population. Si on garde le patient là, au cœur de nos préoccupations, je pense que c'est des modèles comme ça qu'on doit regarder. Puis les chaînes et bannières sont prêtes là, à supporter ces initiatives-là avec les moyens dont nous disposons. C'est le fun, il y a des projets innovateurs avec de l'optimisme, puis on pense en dehors de la boîte. Fait je pense que ça regarde bien. Ça a de l'allure. Ellie, a few words to... Great. Yeah, so I definitely agree with what everyone is saying. I think that collaboration is really the most important thing. And when it comes to the pharmacist-led clinics in Alberta, I really appreciate everyone, listening with open ears in terms of how practices in Alberta and how we're trying to kind of move forward and really work with other healthcare providers. And one thing I think it's important to realize is that what we're doing in Alberta, it's not necessarily like we're changing our practice. We've been able to practice like this for the last 10 years. It's just now with the clinics, we have that dedicated space, and it's helping with other healthcare provider awareness and public awareness to really understand what we can do as pharmacists. So I think that is aiding in a little bit of collaboration and really helping with the access to care. I know, like you said, everyone can go to a pharmacy. There's always pharmacies everywhere where you can fill your medications. It's just understanding how else we can help you besides just filling your medications. Super. Thank you. Merci. Merci tout le monde. Il nous restera 5 minutes pour des questions, si vous voulez. Je pense qu'il y a 2 micros à l'avant. Il y a 5 minutes, par contre. Donc, des questions rapides, réponses rapides, s'il vous plaît. Bonjour. Ça va être rapide. Wow!
Je me présente, je m'appelle Francis Caron, physiothérapeute en pratique avancée. J'ai été très heureux d'assister à votre rencontre. Je suis arrivé avec aucune attente, donc mes attentes ont été largement dépassées. Parfait. Pas pour dire qu'il ne s'est rien passé, mais vraiment, on est différentes professions, des enjeux, somme toute, souvent très similaires, des solutions aussi qui vont dans les mêmes directions. Donc, j'y vais vite, là. Un travail d'équipe, on fait ça aussi en physio, on essaie de travailler avec vous. Il y a des documents qui existent aussi, une entente de collaboration qui existe depuis 2017, un papier qu'on écrit, nous, qu'est-ce qu'on veut en termes de pharmacologie potentiellement pour aider une problématique neuromusculo-squelettique. Vous avez ce papier-là, vous pouvez nous répondre et aider l'usager à avoir le bon soin, puis qu'on peut communiquer de part et d'autre par rapport à ça. Il y a des zones grises aussi au niveau de ce qu'on peut faire en physio avec la pharmacologie. Il y a des équipes qui travaillent là-dessus en ce moment. Je vous remercie là, de vouloir continuer à collaborer avec nous, nos autres professionnels, dans un but d'aider l'usager. Donc, en termes de collaboration, de communication, on abonde dans ce sens, puis on est très content de participer avec vous dans tous ces projets-là. Merci. Oui, bonjour. C'est un point d'information. Ouais, c'est bon. Bonjour, Rémi Parenteau de la compagnie Coudel Ortho. Tout ça, c'est de la musique à mes oreilles, là. Je travaille un peu avec l'UQPP justement pour expandre le diagnostic au niveau des pharmacies. Le ministre Dubé a annoncé en décembre dernier que tous les patients québécois avaient accès au Tamiflu maintenant, au Paxlovid, une recommandation qui avait été faite par l'INES en 2020, ça a pris 2 ans, mais on s'est rendu là. Maintenant, on a accès à ça, il faut un diagnostic. On a le système Clic Santé qui nous permet de prendre des rendez-vous en pharmacie pour avoir un diagnostic. Ma question, parce que j'en ai une, c'est qu'est-ce qui manque ou quelle est l'étape, quel projet doit être né de l'avant pour avoir un modèle comme en Alberta où il y a un bel encadrement du diagnostic au point de soin qui est fait par l'Ordre des pharmaciens en Alberta qui existe, qui permet des cliniques, comme l'a mentionné Mademoiselle Allais. Qu'est-ce qui nous manque au Québec pour pouvoir aller prendre un rendez-vous sur Clic Santé pour avoir un diagnostic combo, influenza, SARS et permettre aux patients québécois de ne pas avoir à se présenter à l'urgence à la prochaine saison respiratoire et de pouvoir aller prendre un rendez-vous tout normal en pharmacie, avoir un diagnostic qui est probablement fait par une infirmière auxiliaire qui travaille dans une de nos pharmacies qu'on a et partir, si le cas, si la présentation clinique et le diagnostic le confirme, partir avec du Paxlovid ou du Tamiflu et ainsi ne pas avoir à finir en syndrome respiratoire aigu à l'urgence 7 jours plus tard, comme le fait la plupart des patients québécois. Fait que ma question claritaire, qu'est-ce qui nous manque au Québec pour se rendre? Il y avait la question du diagnostic. Jean, je vais comment Élise, tu compléteras, mais il n'y a rien qui manque pour le Paxlovid puis le Tamiflu, c'est-à-dire qu'avec un test rapide, le pharmacien peut vous prescrire du Tamiflu si vous correspondez à la personne à risque qui peut recevoir ça selon les critères de l'INES. Fait que c'est pas toute la population qui peut le recevoir. Même chose avec le Tamiflu. Si vous prenez rendez-vous sur Clic Santé, vous allez à une clinique de dépistage, vous avez un test positif à l'influenza, le pharmacien va pouvoir vous le prescrire sans aller voir le médecin, sans aller voir l'urgence. Fait que ça, c'est déjà fait. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Oui. Streptocoque, est-ce qu'on pourrait avoir un test de dépistage en pharmacie, le prescrire? Absolument. Mais qu'est-ce qui reste à faire pour avoir ça? C'est décloisonner, avoir de la donnée, peut-être, dans certaines situations, prendre exemple de ce qui se fait ailleurs en Alberta, puis il n'y a probablement personne de mort avec ça. Là. Au contraire, on a dû sauver du monde parce qu'il y a un accès plus grand. Il manque de la volonté, de la discussion, de l'échange, de l'ouverture. Des ordres professionnels puis des syndicats, des médecins, infirmières, etc. C'est ça qui manque. Quand je disais qu'on était dans le momentum, c'est qu'il y en a plus d'ouverture. Elle n'est pas complète. Il faut encore travailler là-dessus, mais je pense qu'on est dans un bon timing, puis ça appuie sa raison d'être, ces situations-là. À partir du moment où le médecin, on a besoin de l'expertise du médecin pour poser un diagnostic, mais qu'on a un test, c'est factuel. J'ai un test, j'ai le diagnostic. Le pharmacien, là, il est le plus habilité à prescrire parce qu'il est le plus habilité à comprendre le dossier du patient. Du Paxlovid, là, aucun médecin n'est à l'aise à prescrire du Paxlovid. Ils vont souvent, moi, la plupart des Paxlovid que j'ai eus, là, c'est Paxlovid, regarde s'il peut en recevoir, analyse ça, puis donne-y si c'est correct. Fait que, tu sais, c'est à chacun sa spécialité aussi, là. Fait que moi, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais il faut aller vers ça. Absolument. Michael,
Pour être sûr Dernière d'avoir question. une Oui. question concise, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai pas toutes les infos, puis Oui. il m'a sorti cette question-là. L'interopérabilité, c'est un sujet qu'on a discuté, le décloisonnement et tout. On n'a pas parlé beaucoup de transformation numérique, mais surtout en mode solution. J'aimerais entendre les panélistes, particulièrement peut-être toi, Dominique, vu que c'est un sujet que tu as adressé beaucoup sur vos plans de collaboration, considérant que l'écosystème informationnel de la pharmacie est souvent outsider et moins nécessairement bien intégré dans les discussions du ministère. Si c'était simple, hein, on aurait trouvé la solution. C'est sûr. Ouais, c'est clair qu'il y a des travaux à faire juste au niveau des DME. Là. On est en train de revoir aussi, revoir peut-être les critères d'homologation pour que ça soit vraiment, que ça soit plus facile. Puis, l'interopérabilité, on le sait, là, mais c'est de trouver la façon de faire. Est-ce que c'est en imposant un système? Je pense pas. Mais c'est assez complexe. Mais oui, il faut trouver la solution. Puis surtout éviter d'avoir 2, 3 systèmes d'information au niveau des pharmacies. Ça, je pense qu'il faut éviter ça au maximum. Là. Mais ça va être un des enjeux parce que s'il n'y a pas de communication, ben, on ne sera pas capable de faire le réseautage qu'on veut. Fait que c'est un enjeu majeur. Là, le temps est terminé. Je ne sais pas si vous vouliez, Élise ou Benoît, rajouter quelque chose sur les TI. C'est un enjeu majeur, effectivement, les TI en santé. C'est un enjeu majeur. Si vous me promettez une question de 30 secondes, je vous promets une réponse de 30 secondes, puis on... Je fais ça rapide. Je me présente, Stéphane Lajoie. Je suis directeur général et président de Trimos Technologies qui a développé la solution Clic Santé. Puis je vous remercie pour le panel de ce matin. Ça a permis de mettre en évidence quelques éléments, notamment Clic Santé. J'aurais le goût de vous dire qu'on parle souvent de Clic Santé comme une technologie. Clic Santé, c'est une technologie qui est devenue aussi un réseau d'utilisateurs. Ce qui est intéressant, c'est, puis je vais vous le livrer aujourd'hui, le secret du succès qu'a connu Clic Santé pendant la pandémie. On en doit beaucoup aux pharmaciens. Parce que les pharmaciens ont contribué à développer l'outil de Clic Santé depuis 2014. Fait que ce qui fonctionnait en 2022, c'est parce qu'on a suivi, on a écouté les conseils des gens qui étaient sur le terrain. On a fait la même chose avec les établissements de santé, puis vous voyez, ça a fonctionné. Clic Santé, ce n'est pas un outil, par contre, pour décider de quelle façon les organisations vont travailler ensemble au niveau de la virtualisation des systèmes, puis au niveau d'amener plus de gens à utiliser les différents professionnels de la santé. En terminant, juste un mot, nous, on est là pour écouter. On a des gens qui sont bons au niveau de l'informatique pour reproduire les solutions, mais les besoins, c'est vous autres qui les connaissez. Puis tant que les gens vont continuer de se parler ensemble, on va pouvoir faire de grandes choses. Parce que quand je disais tantôt, c'est un réseau, là, c'est qu'on a réussi, avec la pandémie puis le travail qu'on a tout fait ensemble, d'aller rejoindre la population dans leur environnement technologique. Puis vous l'avez vécu avec le projet SACLIC, malheureusement, là, dans les derniers mois. Quand on est toi qui as fait ça? Non, c'est pas moi qui ai fait ça. C'est pas moi qui ai fait ça, puis j'ai été triste de ça, je me réjouis pas de ça, mais nous autres, on aurait pu vivre un SACLIC pendant la pandémie. Puis ce qui a fait qu'on ne l'a pas fait, c'est qu'il y a eu tellement de concertation, puis il y a eu tellement de monde sur le terrain qui ont influencé le développement de cet outil-là, que ça a fonctionné. Si on continue de travailler comme ça, bien, on a... Mais vous avez été bon aussi. On va te donner ce que tu mérites. Vous avez été bon. Bien, écoutez, je le prends, puis je le prends au nom de mon équipe qui ont travaillé très fort. Mais le pire défi dans un projet comme on est présentement au niveau de la virtualisation des services, c'est la gestion du changement. Puis le changement présentement avec toute la population qui ont commencé à utiliser les outils informatiques pour faire le pont avec les services professionnels, bien, il est derrière nous. Profitons-en. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, messieurs, dames, les panélistes. Ça a été bien agréable. Vous avez été disciplinés. Oui. Bien, merci à tous. Merci beaucoup. Merci.